Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous les petits bouseux et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du wargame à l'ancienne, le podcast qui fait la part belle à la ruralité. La ruralité, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui rend la vie meilleure, mais c'est également un petit peu la mélancolie, car j'enregistre cette émission alors même que je viens de perdre une de mes mascottes, mon petit Gugus, mon petit lapin tout blanc est parti rejoindre l'empereur. Il souffrait trop. Ça a dû finir comme ça a fini. Ça finit par un Gugus qui allait rejoindre l'Omni-Messi. Et donc, pour se changer les idées, on enregistre une petite émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de la peinture d'armée. La peinture d'armée, une discipline de peinture un peu à part. Et donc, pour commencer sur le sujet, abordons ce que sont finalement les différents types de peintres que l'on retrouve dans notre petit hobby. Donc, il y en a beaucoup. Vous avez tout d'abord le peintre d'exposition. Alors là, c'est simple, on parle d'un gars qui va tourner à 2-3 figurines par an, des figurines sur lesquelles il va passer à minima une centaine d'heures et qui auront vocation à rejoindre les concours. C'est assez drôle, c'est que parmi ces peintres stars, entre guillemets, par exemple, on en voit beaucoup sur Instagram. Lorsqu'on fait le bilan de ce qu'ils ont peint sur une année, c'est absolument misérable. Alors certes, le niveau est complètement faramineux, c'est-à-dire qu'ils peignent à leur niveau mais archi maximal. Donc le peintre d'expo, c'est un peu une espèce à part dans notre milieu, c'est un peu l'oiseau exotique de service. Naturellement, j'ai beaucoup de respect pour ce type de travail, mais d'une part, ça ne m'intéresse pas moi, et d'autre part, ça ne nous intéresse pas nous dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Un autre type de peintre, j'ai envie de l'appeler un peu le peintre YOLO, c'est-à-dire qu'il va peindre un peu de tout, et surtout n'importe quoi, un peu au petit bonheur la chance, au rythme des envies, au rythme, voilà, ça n'obéit généralement qu'à ça n'obéit qu'à l'envie de peindre. Donc dans cette catégorie de peintres, ce sont généralement plus des peintres que des joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont peindre les figurines tout simplement qui leur font plaisir. Parfois ça rentre dans le cadre de la construction d'une armée, parfois non. Il y a beaucoup de gens comme ça, et donc là, ce sont des gens qui ont un peu une progression plus anarchique, c'est-à-dire qu'ils peignent tellement de choses différentes que parfois c'est difficile de faire le point sur ce qu'est vraiment leur compétence, sur leur progression. Donc des peintres comme ça, je pense que c'est tout simplement le plus répandu, des gens qui changent un peu d'unité, qui changent d'armée. Ces peintures rentrent souvent dans le cadre de projets à part entière, donc dans le cadre d'armées qui auront vocation à être jouées, mais les choses progressent en vérité assez lentement. Je pense que le cas le plus répandu, c'est un gars, par exemple, qui a 3 à 4 armées. Et dans chacune de ces 3 à 4 armées, donc qui forment une espèce de pile de la honte toute grise, vous allez voir poindre des petites unités d'infanterie, ça et là, qui arrivent sur les tables de l'association peinte. Donc c'est quelque chose de plus lent. C'est quelque chose qui n'obéit quelque part qu'à l'envie, qu'au plaisir. Et finalement, ces gens-là ont bien raison. Mais justement, parmi ces gens-là, l'émission d'aujourd'hui va consister à leur faire une proposition. C'est-à-dire, ok, vous peignez un peu tout, à droite, à gauche, votre ligne de progression n'est pas très claire, les armées que vous alignez sur la table, parfois, même de loin, ça se voit qu'il y a un niveau de peinture assez anarchique en son sein. C'est voilà, votre armée d'Ultramarines, vos plus vieilles figurines, vous les avez faites il y a 5 ans, celles que vous peignez à l'heure actuelle, elles ont un niveau tout autre. Donc, on a en face de nous des armées qui, évidemment, vu qu'elles ne sont peintes qu'au rythme des envies, affichent un niveau de peinture incohérent, affichent tout simplement les carences de ce style de peinture qui exerce ce que j'appelle le peintre YOLO. Ce peintre YOLO, on va lui proposer quelque chose, on va lui proposer une véritable
peinture d'armée. Donc la peinture d'armée, c'est la discipline qui nous intéresse aujourd'hui. La peinture d'armée, qu'est-ce que c'est? Ça va consister tout simplement à peindre en lot, et généralement en lot assez gros. Donc c'est un exercice qui en rebute beaucoup. Sincèrement, il demande beaucoup de discipline, mais moi je pars du principe que cette discipline, eh bien, vous allez adorer ça. Car au terme d'une peinture d'armée, c'est simple, dans la vitrine, on met 1000 points. On met 1000 points de quelque chose d'absolument cohérent, d'absolument travaillé. Et à mon sens, il n'y a pas une plus grande source de satisfaction que celle-ci. Alors, j'en sais quelque chose car pas plus tard qu'hier soir, j'ai donné le dernier coup de pinceau sur 3500 points de Ravengard. Donc, là, je vous jure que quand je vois le truc dans ma vitrine, je me fais nah. Ah ouais, ok. Donc ces 3500 points de Ravengard, par exemple, je les ai peints en 4 lots. Donc à chaque fois, à la fin de chaque lot, dans la vitrine, blanc, on enfonce vraiment un gros lot d'infanterie, des blindés, des personnages. C'est une source de satisfaction terrible. C'est quelque chose que j'adore et donc j'aimerais bien vous y convertir, enfin du moins vous aiguiller un peu dans cet exercice particulier qu'est la peinture d'armée. Donc dans les arguments de la peinture d'armée, eh bien le principal c'est ça, c'est la cohérence. C'est que vous allez finir un lot avec un niveau de peinture absolument cohérent, des troupes cohérentes entre elles, des socles qui sont tous les mêmes. Bref, on sort complètement du cadre de la peinture YOLO à ce niveau-là. C'est que la peinture d'armée va vous permettre d'aligner quelque chose d'incroyablement cohérent, quoi. Tous vos OSL seront les mêmes, toutes vos couleurs de base seront les mêmes. Il n'y aura pas de changement d'exercice, il n'y aura pas de progression outre mesure au sein même de la peinture de cette armée. Vous allez aligner quelque chose de cohérent et la cohérence visuelle, c'est tout simplement ce qui donne le plus de peps à une armée sur table. Peu importe le niveau pratiqué, que ce soit l'armée d'un débutant ou d'un peintre confirmé, ce qui développe l'impact d'une armée sur table, c'est exactement ça, c'est sa cohérence. Voilà, vous avez un schéma de couleurs complètement structuré, vous avez un niveau de peinture équivalent, ça sur une table, ça en jette, et c'est exactement ce à quoi va servir cette discipline de la peinture d'armée, et eh bien je vais tenter de vous prouver que oui, vous allez aimer ça malgré toutes les difficultés que vous allez rencontrer, et des difficultés, eh bien il y en a. La peinture d'armée va présenter des difficultés en particulier qui sont liées tout simplement au côté monotâche de l'exercice. Donc ça en fait peur à beaucoup parce qu'on parle d'un ouvrage qui va tendre un petit peu vers l'industriel. C'est-à-dire que vous avez un lot entier, eh bien ok, ce lot-là, à un moment, vous allez devoir faire par exemple les cuirs. Donc par exemple, un gros lot de Space Marine, ok, c'est le moment de peindre toutes les petites sacoches en cuir de ces 1000 points de Space Marine. Et ça a un côté chiant, naturellement. Ça a un côté qui en rebute beaucoup, mais c'est loin d'être insurmontable. Et comme je vous l'ai dit, vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça parce que oui, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais je vous jure qu'une fois que vous mettez tout dans la vitrine, les difficultés s'oublieront bien vite. Donc on parle d'un ouvrage industriel qui de base ne conviendra pas à tout le monde. Il y a beaucoup de peintres qui privilégient l'envie, le plaisir, et ils ont bien raison. Mais j'ai envie de dire, give it a shout. Essayez. La peinture d'armée, c'est quelque chose qu'il faut essayer et vous serez peut-être surpris de vous prendre à l'exercice, de vous prendre finalement à la satisfaction qui est celle de peindre un gros putain de lot. Donc le but du jeu dans cette émission, concernant la peinture d'armée, ça va être de rendre la chose amusante, pédagogique, constructive, structurée et thématique.
On va prendre ça point par point. La chose amusante, donc je vais vous dire des petits tricks tout simplement pour oublier l'aspect industriel que ça peut prendre. Pédagogique, eh bien oui, cette peinture d'armée, elle va vous servir à progresser, à apprendre de nouvelles techniques. Constructive, c'est-à-dire que on va optimiser le temps qui va nous être donné. Structurée, là, idem, on va faire appel au pouvoir de l'organisation et le plus important d'entre tous, à mon sens, thématique. Une peinture d'armée doit être thématique. Ce thème, il a plusieurs revêtements différents. Il va y avoir le thème de l'apprentissage, le thème du schéma de couleur et tout simplement le thème qui sera lié à l'armée que vous avez choisie. Donc je reprends, amusant, pédagogique, constructif, structuré, thématique. Voilà, la peinture d'armée, on va essayer d'en faire ça. Autre chose, et pas des moindres, la peinture d'armée va vous demander du temps. Et du temps, eh bien, quoi de plus efficace pour optimiser le temps qu'un planning? Vous allez faire un planning d'armée. Admettons, vous avez 2000 points de Dark Angel à peindre, 2000 points. En combien de temps vous estimez-vous capable de faire ça? Là, c'est à vous de voir. Ne vous sous-estimez pas, ne vous surestimez pas non plus. Observez finalement ce qui compose votre quotidien et essayez de dire, OK, combien d'heures par jour je peux libérer concernant la peinture d'armée. La peinture d'armée, j'ai envie de la faire. J'ai envie de la faire dans l'année. C'est pas quelque chose qui doit prendre plus d'un an, certainement pas. On va parler souvent en mois. Ça dépend vraiment de ce que vous allez peindre. Moi, par exemple, mon lot de Custodes, j'ai fait 2000 points en 2 mois et demi. Donc le Custodes, c'est particulier. Il n'y a pas beaucoup de figurines. Mais donc là, essayez d'apprécier la chose. Voyez combien de figurines il y a sur votre table et dites-vous, OK, en combien de temps je vais faire ça? Et d'autre part, en combien de temps j'ai envie de faire ça? Ça également, c'est important. Donc, essayez de vous construire un petit planning. Et si vous avez du mal à libérer votre temps, eh bien là, faites tout simplement votre propre introspection. Contemplez ce qu'est votre quotidien et ne retenez que ce qui vous tire par le haut. Si vous avez une fâcheuse tendance à vous affaler un peu sur un canapé devant, par exemple, de la plateforme de streaming et des visionnages à l'issue desquels vous vous êtes dit, mais ouais, j'ai passé un bon moment, ouais. En gros, vous n'en retenez absolument rien. Eh bien, les choses dont vous ne retenez absolument rien, dégagez-les. Franchement, c'est pas bien difficile. Généralement, eh bien, c'est la flemme qui l'emporte. Eh bien, la peinture d'armée va peut-être vous permettre de vous débarrasser de cette flemme parce que là, vous allez vous donner un but. Donc voilà. Dans le cadre de la peinture d'armée, on va avoir besoin d'une certaine forme d'épuration. Donc ne renoncez pas aux bonnes choses, ne renoncez pas à la cuisine faite maison, ne renoncez pas au sport, ne renoncez pas eh bien, à votre vie sociale, mais nul doute que dans votre quotidien, il y a des choses qui vont vous un peu obstruer le passage si vous vous attaquez à un projet d'envergure. Donc menez votre propre introspection. Le but du jeu ici, ça va être de vous libérer du temps. Et ce temps libre de la peinture d'armée, eh bien, vous allez également pouvoir en profiter pour faire autre chose en même temps. Quand on peint, on peut tout simplement laisser ses oreilles ou ses yeux vagabonder ailleurs. Faites-vous un petit thème, ok? Pourquoi pas vous faire une grande saga de documentaires historiques? Pourquoi pas vous intéresser à un auteur en particulier via l'écoute de livres audio? On commence déjà à entrevoir l'aspect constructif que peut avoir une peinture d'armée. C'est tout simplement rendre son quotidien meilleur, épurer son quotidien des mauvaises choses et, dans la foulée, eh bien, rajouter une bonne couche de culture. Pourquoi pas? Mais bon, la peinture d'armée va vous demander du temps. Ce temps, vous allez le structurer via un planning et ça passe tout simplement par un exercice le plus quotidien possible. Si vous en faites un petit peu tous les jours, vous serez très surpris de voir la vitesse à laquelle ça va. Donc voilà, vous avez votre projet, vous avez votre planning. Désormais, il va falloir procéder
à ce qu'on croise de temps en temps dans le milieu professionnel, c'est le bilan de compétences. Un exercice franchement plus difficile qu'il n'y paraît. Ça va consister à vous dire où en êtes-vous de la pratique de la peinture sur figurine. Donc là, c'est simple. Vous prenez vos dernières figurines en date et vous faites une petite liste sur un calepin. Vous notez tous les paramètres, c'est-à-dire couche de base, surlignage, les lavis, les OSL, la peinture de la peau, la peinture du tissu, la peinture des cuirs, l'usage des huiles, l'usage des pigments, bref, l'encyclopédie de la peinture sur figurine. Vous allez découper ça en petites cellules et pourquoi pas, eh bien, vous mettre des notes sur 10. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis en train d'apprendre? Est-ce que je suis à chier? Est-ce que je sais pas faire du tout? Bref, le petit bilan de compétences de la peinture sur figurine. Là encore, une petite introspection. Naturellement, vous allez pouvoir demander l'avis de vos copains de galère en termes de pinceau. Ils seront ravis de vous dire que vous êtes nul ou que vous êtes brillant. Bref, ce petit bilan de compétences, il va vous donner quelque chose de précieux et quelque chose que personnellement j'ai découpé en 4 catégories. Catégorie numéro 1, ce que vous savez faire. Ce que vous savez faire, ça veut dire ce qui ne représentera pas de défi particulier. Catégorie 2, ce que vous êtes en train d'apprendre à faire. Donc là, tout simplement, toutes les techniques sur lesquelles vous êtes en voie de progression. Catégorie numéro 3, ce que vous devez apprendre à faire. Et donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir vous fixer vous-même. Qu'est-ce que vous devez apprendre à faire pour progresser sur la peinture de figurines? Catégorie 4, ce que vous avez envie de faire. Donc là, voilà, on retrouve un peu le peintre YOLO dans cette catégorie-là. Il faut bien mettre du plaisir, il faut bien mettre de l'envie dans tout ça. Donc reprenons point par point. Ce que vous savez faire, donc je vous l'ai dit, c'est tout simplement ce qui ne représentera pas de défi particulier lors de votre peinture d'armée. Donc là, généralement, c'est une catégorie où on va retrouver les choses les plus fondamentales, voilà, savoir faire une belle base, des lavis, du surlignage, bref, c'est généralement dans ce que vous savez faire, ça va être généralement ce qui regroupe les techniques reines de la peinture de figurines. Ce que vous êtes en train d'apprendre à faire, là on parle de quelque chose sur lequel vous avez déjà mis des coups de pinceau. Admettons, voilà, sur votre dernière figurine, vous avez essayé de peindre un grand drapé, une grande toge, une grande cape de capitaine Space Marine. C'était la première fois que vous faisiez ça. Vous vous en êtes pas mal tiré, mais vous êtes encore dans cette courbe d'apprentissage. Donc catégorie numéro 2, ce que vous êtes en train d'apprendre à faire. Cette catégorie, elle va avoir vocation à continuer dans le cadre de votre peinture d'armée. Vous n'avez pas fini d'apprendre ça. La suite, ce que vous devez apprendre à faire, c'est très simple. Qu'est-ce que vous devez apprendre à faire pour savoir peindre des figurines? Par exemple, si jusqu'à maintenant vous étiez complètement, vous esquiviez complètement la peinture des yeux, bah ouais, mais mec, tu peins des figurines, tu sais pas faire les yeux, tu dois apprendre à le faire. Point. Il y a pas d'échappatoire. Quand tu fais un gros plan de ta figurine, on voit que les yeux ne sont pas peints. Tu publies ça sur Instagram, OK, ta figurine est sympa, mais t'as pas peint les yeux. Donc tu dois apprendre à le faire. Idem, si vous peignez beaucoup de figurines, par exemple humaines, fantasy, vous devez savoir apprendre à faire la peau. Il y a des choses comme ça qu'on doit apprendre à faire. Donc, c'est cette catégorie-là. Et cette catégorie-là, eh bien, ce sera la catégorie qui sera la plus mise à l'honneur dans votre peinture d'armée. Et dernière catégorie, ce que vous avez envie de faire. Donc là, on prend quelque chose qui n'obéit qu'à l'envie. Qu'est-ce que tu as envie de faire, mec? Sur ta nouvelle armée, là, il y a forcément quelque chose que tu as envie de faire. Donc là, on parle de quelque chose, tu as envie de le faire. Ça peut vouloir dire que tu sais le faire ou pas. Par exemple, OK, j'ai jamais fait d'OSL. Sur ma nouvelle armée d'Eldar, je veux faire des OSL roses. Eh bien, est-ce que tu sais les faire ou pas? On s'en fout. Tu as envie de le faire. Eh bien, du coup, tu vas le faire.
Donc voilà, ce découpage en 4 catégories, donc je répète, ce que vous savez faire, ce que vous êtes en train d'apprendre à faire, ce que vous devez apprendre à faire et ce que vous avez envie de faire. Bien, ces 4 catégories, elles vont nous aider à définir les axes de progression concernant cette peinture d'armée. Par exemple, sur la première catégorie, ce que vous savez faire, eh bien, vu que ça ne représente pas vraiment de défis particuliers, eh bien, on va réduire le temps des acquis. Ce que vous savez faire, vous allez le simplifier. Par exemple, si vous maîtrisez très bien le surlignage, c'est-à-dire vous faites des beaux petits traits lumineux sur vos arêtes d'armure, voilà, ça vous maîtrisez, eh bien, dans le cadre de cette peinture d'armée, pour réduire un peu le côté relou, industriel, et pour pousser sur l'envie, on va volontairement réduire le niveau sur cette partie-là. Vous savez le faire, ce sera très propre, vous pouvez vous permettre de réduire un peu le niveau. Donc je vous renvoie à l'émission précédente que j'avais faite qui s'appelait le coup de pinceau, j'en parlais déjà. Quand on prend la technique traditionnelle Game Workshop, par exemple, pour faire du surlignage, où on est censé utiliser à peu près 3 layers différents pour faire les surlignages, ok, vous avez appris à le faire, désormais vous êtes très propre. Eh bien, dans cette peinture d'armée nouvelle, on réduit le niveau, je n'ai plus envie de passer autant de temps là-dessus. Ces 3 layers, je ne vais en garder qu'un seul. Son application sera parfaite et, eh bien, ça ira plus vite, je sais le faire, ce sera très beau, il n'y a aucun problème. On va volontairement réduire le niveau sur la partie que vous savez faire. Idem, vous savez poser par exemple des bases, des belles bases à l'aérographe en faisant des beaux dégradés, eh bien, vous allez le faire vite. Vous n'allez pas pousser le niveau plus loin que ce que vous savez déjà faire. Donc, cette catégorie-là, elle va définir un vrai axe de progression. Et l'exercice, eh bien, qui ne peut pas plaire à tout le monde, ça va être celui-ci, ça va être de réduire volontairement le niveau. Et donc, quand on dit réduire le niveau, ça veut souvent dire réduire le temps passé. A contrario, si on réduit le temps des acquis, on va pousser le niveau sur la voie de l'apprentissage. Donc, dans la catégorie ce que vous êtes en train d'apprendre à faire, eh bien là, vous allez vous appliquer. Vous allez pousser un peu le niveau. Vous êtes en train d'apprendre, il faut donc passer du temps. Donc si j'en reviens par exemple à mon exemple de la cape, vous en avez fait une, c'était pas mal, mais vous devez progresser. Eh bien les capes, disons les drapés et les tissus de cette nouvelle armée, prenez la chose à bras le corps et cette fois-ci, prenez votre temps pour bien faire, prenez votre temps pour apprendre à faire parce que vous êtes en train d'apprendre à faire. Et sur la troisième catégorie, ce que vous devez apprendre à faire, là, c'est là où on va tout donner. Vous devez apprendre. Et donc, ça va passer d'une part par un apprentissage qu'on va dire informel dans un premier temps. Vous pouvez, par exemple, regarder des petits tutos sur YouTube, des articles sur un Patreon qui vous plaît, etc. Admettons, ok, je dois apprendre à peindre des yeux parce qu'il en va de ma peinture sur figurine. Je ne peux pas continuer comme ça sans avoir appris à apprendre des yeux. Eh bien, regardez quelques vidéos, regardez quelques Patreon, vous devez apprendre à faire ça et cette fois-ci, vous mettez l'attention et l'effort au curseur maximal. Dans la catégorie précédente, en voie d'apprentissage, on s'applique. Cette fois, vous partez de zéro, vous devez apprendre à faire. Eh bien, cette fois-ci, on met le paquet, on met une application et une attention maximale. Et donc, passons maintenant à la dernière catégorie, ce que vous avez envie de faire. Donc ici, on n'obéit qu'à l'envie, au plaisir, parce que généralement le plaisir s'exprime suivant l'envie et l'inverse c'est plutôt vrai également. Et cette fois, on s'en fout. Cette fois, finalement, cette catégorie-là, on s'en fout de votre niveau actuel de peinture. Quel que soit votre niveau, ce que vous avez envie de faire, eh bien, tout simplement, faites-le par tous les moyens. Donc, si vous ne savez pas le faire, admettons, ok, j'ai parlé d'OSL rose précédemment, vous n'avez jamais fait un putain d'OSL, vous allez apprendre. Si vous savez le faire, eh bien, faites-le quand même. Donc ici, cette catégorie-là, suivant l'envie,
elle est très, donc c'est la plus anarchique, mais elle obéit, uniquement au plaisir. Eh bien, ce plaisir, pour l'exprimer, il faut parfois s'en donner les moyens et donc si vous avez envie de faire quelque chose dont vous n'avez pas encore les rudiments, eh bien, apprenez dans la foulée. Donc cette dernière catégorie, en vrai, elle peut s'exprimer à travers bien des choses. Quelque chose que l'on sait faire, eh bien, on va le faire volontiers et rapidement. Quelque chose qu'on ne sait pas faire, eh bien, on rejoindra la catégorie précédente et il va falloir apprendre dans la foulée. Donc, vous voyez, les 4 catégories dont je vous ai parlé aident à définir les axes de progression, c'est-à-dire pousser le niveau sur la voie de l'apprentissage, réduire le temps des acquis et prendre des risques sur la partie qui va nous faire plaisir. Donc tout ça va nous aider à structurer notre peinture d'armée et à estimer finalement la quantité de temps passé. Et donc voilà, on trouve une espèce d'équilibre comme ça. En réduisant le niveau sur les acquis, on va plus vite. Et en poussant un peu le niveau sur les détails qui demandent toute notre attention, eh bien, c'est ici qu'on va passer le plus de temps, mais c'est ici également que l'on va progresser. Donc vous voyez, cette peinture d'armée, elle a une thématique claire et nette. C'est une espèce de support pédagogique dans votre cheminement de la peinture sur figurine. Donc prenons la chose maintenant d'un côté complètement pratique et parlons un petit peu de modélisme. Je vais en parler brièvement, c'est pas le sujet du jour, le modélisme, mais si j'ai un conseil à vous donner lorsque vous construisez votre armée, eh bien faites absolument tout en même temps. C'est-à-dire, vous allez monter votre armée d'une traite. Pourquoi? Tout simplement parce que la construction d'armée dans son ensemble va vous aider à beaucoup mieux vous projeter sur ce que vont être vos conversions potentielles. Lorsque vous démontez tous les kits en même temps, eh bien, il y a des choix qui vont poindre à vos yeux directement. Admettons, je suis en train de monter des incubes, je me dis, ah putain, ces incubes, j'aimerais bien les avoir à tête nue. Ok, je vais trouver des vieilles têtes d'Eldar nues avec des cheveux longs, avec un air bien vicieux. Pourquoi pas? Tiens, sur ma grappe, du coup, je me retrouve avec 10 têtes d'un cube. Et là, ding, ça fait ding dans votre tête. Je vais pouvoir me faire une escouade de Kabbalite Drukhari avec, par exemple, des casques d'un cube. Cette escouade servira de garde du corps à mon archonte, par exemple. Eh bien, quand on procède le modélisme dans son ensemble comme ça, les grappes qui vont se présenter devant vous et notamment ce que vous aurez de disponible en termes de pièces, ça va vous sauter au visage, vous aurez la conversion bien plus facile. Ça vous saute aux yeux beaucoup plus facilement. Donc avant de procéder à la construction de votre armée dans son ensemble, je vous conseille préalablement de faire un tour dans votre boîte à Rabio, votre boîte à bits et d'y dégager tout ce qui potentiellement va pouvoir vous servir. Donc ça peut prendre mille et une formes. Par exemple, si vous faites une armée d'Eldar, ok, tout ce qui a attrait à une tête d'Eldar, je vais les mettre de côté, je vais les observer, je vais me dire, tiens, ça pourrait bien aller quelque part et pas ailleurs. Bref, dégagez tous vos rabios disponibles. Ça peut également être plein de petites machineries qui vont vous servir à faire vos socles, par exemple, des corps, des bras, des armements, bref, tout ce qui est potentiellement source de conversion, mettez-le de côté, étalez-le sur un petit plateau pour que vous l'ayez à portée de vue lorsque vous montez votre armée et les idées, eh bien les idées, elles vont germer toutes seules. Moi, par exemple, récemment, j'ai construit une armée dans son entièreté. Dans un premier temps, je n'ai fait que les corps, c'est-à-dire que je n'ai utilisé aucune tête. Ces têtes, je les ai toutes mélangées de côté, sans savoir trop de quel kit ça venait, etc. Donc j'avais des corsaires Eldar, des harlequins, des pirates, des Drukhari, des Craftworld. J'ai tout réuni et je me suis fait une espèce de ratatouille, c'est-à-dire que mes têtes, je les ai posées suivant bien tout simplement l'envie. Donc voilà, le modélisme,
dégager un beau plan de travail, il faut que vous ayez une grande table de disponible sur ça. Donc madame va râler parce qu'elle va pas savoir où mettre, sa blanquette de veau. Mais globalement, le fait d'avoir une vue bien dégagée sur toutes les pièces que vous avez à disposition, ça va vous aider à structurer votre armée dans ces conversions. Si tant est évidemment que vous en faisiez des conversions. Mais je vous invite bien, à en faire parce que c'est tout à fait sympa, y compris des petites conversions toutes bêtes et stupides. Bah, par exemple, changer les têtes, c'est toujours quelque chose de cool. Changer les bras, mettre quelques options d'armement, c'est pas bien compliqué, c'est juste, ce qu'on appelle du swap, que OK, un bras de tel kit, je le mets sur un autre kit, c'est pas bien compliqué et avoir toutes les pièces visibles sous votre œil, ça va vous donner des idées foisonnantes. Donc faites comme ça, le modélisme, faites tout d'un coup. Généralement, on parle d'une grosse semaine de travail et voilà, c'est plié. Vous rangez le tube de colle Citadel, c'est prêt à peindre. D'autre part, je vais vous donner exactement le même conseil concernant les socles. Faites tous vos socles en même temps. Vous allez les peindre à la chaîne, vous allez les peindre en même temps. C'est l'assurance d'avoir déjà un départ d'armée absolument homogène. Si vous les faites en plusieurs fois, vous n'êtes pas à l'abri d'une connerie du genre ah merde, là j'ai mis un peu plus de rouge, ah merde, là mon brossage, je l'ai pas fait de la même couleur. La peinture de socle, honnêtement, généralement, ça va très vite, à moins que vous fassiez quelque chose de très touffu, typiquement, ouais, si vous peignez des hommes lézards, que vous faites des socles jungle avec plein de fleurs de plantes, là, évidemment, c'est un gros morceau. Mais néanmoins, je vous donnerai exactement le même conseil. Faites tous vos socles en même temps. Les socles, c'est généralement de la sous-couche, de l'aéro, du brossage, quelques lavis, un peu de peinture technique. Franchement, c'est de la peinture qui généralement va vite. Eh bien, profitez-en. C'est un peu chiant. Mettez ça derrière vous le plus vite possible en peignant 3000 points de socle d'un coup. C'est terminé. Désormais, vos figurines seront collées sur des petits bouchons de liège. Et voilà. Les socles, c'est terminé. Le modélisme, c'est terminé. On peut attaquer la peinture. Et donc, admettons, vous avez 3000 points à peindre. Comment faire? Je vous conseille de faire des lots de 1000. 1000 points, à mon sens, c'est le bon format pour faire un lot. Et ce lot, également, vous allez le structurer. Vous allez le structurer pour, d'une part, prendre du plaisir, diminuer le temps passé sur les choses assez pénibles comme le surlignage ou le lavis, par exemple, et vous allez structurer ça. Donc, dans chaque lot, essayez d'avoir au minimum un véhicule, un personnage, 2 unités d'infanterie, par exemple, et une unité d'élite, de soutien ou d'attaque rapide ou que sais-je, mais bref, une unité qui change. Par exemple, un petit lot d'Eldar, ça pourrait bien être une escouade de gardiens, un falcon, une escouade de guerriers aspects qui change radicalement en termes de peinture, un truc un peu plus exotique comme un seigneur fantôme, une unité d'élite très différente à peindre comme des gardes fantômes, et pourquoi pas quelques motojets. Ça, à mon sens, c'est un lot parfait, car chaque unité, chaque véhicule demande un effort particulier qui change un peu. Donc ça, vraiment, typiquement, lorsque vous avez fini de monter votre armée, découpez-la en lots de 1000 points. Bon, on s'en fout, hein, ça peut être 800, 1200, etc. Moi, par exemple, en Custodes, j'ai fait des lots de 1200, 1300, parce qu'il y a moins de figurines, donc on peut se permettre de faire ça. Mais également, si vous mettez à faire de la peinture d'armée en garde impériale, là, on peut imaginer une escouade de 20 gardes impériaux, parce que dans une escouade de GI, ça se passe souvent comme ça, hein, c'est des marais immenses d'infanterie. Une escouade de 20 gars, 2 blindés, une escouade de Kazerkin pour changer un peu, et 2 sentinelles ou 2 petites plateformes d'artillerie. Bref, on est un peu dans le même esprit. Côté Space Marine, on peut imaginer une petite escouade d'intercesseurs, une escouade de Blade Guard, une escouade d'agresseurs pour changer un peu de format d'armure, un Land Raider, un petit QG, allez, un apothicaire, un autre QG, typiquement un Tech Marine pour changer un peu, et une unité un peu plus exotique comme par exemple des motos. Voilà, tous les lots finalement
prennent un peu la même forme. C'est une balance entre les différentes catégories qui existent dans Warhammer 40 000, donc Battle Line, attaque rapide, soutien, QG, titanesque, etc. Et dans ce lot, eh bien, on préserve quelque part le plaisir en procédant comme ça. Ce lot de 1000 points, il va être tout simplement varié à faire. Et lorsque vous devrez vous attaquer aux parties les plus ennuyeuses, par exemple, comme peindre tous les cuirs, peindre tous les cuirs d'un petit lot à 1000 points, ou pas forcément toutes les figurines d'ailleurs ont du cuir sur elles, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus satisfaisant. Donc ne vous lancez pas dans des lots qui consistent par exemple à avoir 40 unités d'infanterie Space Marine. Petite pensée par Brother Maxou, parce que dans mon dernier lot en cours Blood Angel, j'ai 30 figurines d'infanterie Space Marine à faire. Et putain, croyez-moi, là, le temps me paraît long. Mais c'est quelque chose que j'avais choisi tout simplement parce que c'est mon dernier lot Blood Angel. J'ai voulu faire vraiment tout d'un coup pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette putain d'armée. Voilà, là, dans un cas un peu particulier, on peut se retrouver parfois à faire un lot qui soit vraiment, qui demande beaucoup d'efforts. C'est mon cas actuellement. Je prends mon mal en patience, je fais des petits traits d'orange toute la journée, c'est infernal, mais j'en vois le bout. Je vous en parlais tout à l'heure de cette satisfaction. Là, je commence à venir. Elle vient, la satisfaction. Là, hier, j'ai mis ma dernière figurine Ravenguard sur la table. Eh bien, dans un bon mois, à mon avis, je mettrai ma dernière figurine Blood Angel dans la vitrine. Ça va être génial. Bref, le découpage en lot 2000 points, il est hyper important car il va vous aider à rendre la chose moins pénible, il va vous aider à prendre du plaisir, il va vous aider à varier surtout les plaisirs. Et ça peut être fou, hein, voilà, on peut avoir des lots, on n'a jamais l'impression de peindre la même chose. Naturellement, le schéma de couleur que vous aurez choisi, eh bien, il va avoir certaines obligations. Si vous peignez un vert sombre, évidemment, vous allez devoir passer par la petite case je peins toutes les arêtes avec un vert clair. Mais vous allez changer de format, c'est-à-dire que vous allez peindre 10 Gugus, ensuite un tank, ensuite un beau QG, ensuite 3 motos. Ça va être varié tout simplement. Vous allez varier les plaisirs et c'est là tout l'important. Donc, vos lots sont faits. Parlons ensuite maintenant un petit peu du schéma de couleur. Ce schéma de couleur, il va quelque part découler du bilan de compétences que vous aurez fait préalablement. Par exemple, lorsque je vous parlais de définir les axes de progression qui consistent à pousser le niveau d'apprentissage et réduire le temps des acquis, eh bien peut-être que cette chose-là va définir votre schéma de couleur. Ça peut aider. Par exemple, vous n'avez jamais peint de blanc. Vous peignez par exemple des white scars. Vous devez apprendre à peindre des armures blanches. Eh bien, le schéma de couleur, donc si vous n'avez jamais peint de blanc, la peinture du blanc, c'est un exercice particulier. Eh bien, c'est un exercice que vous allez devoir sourcer, apprendre et vous appliquer à faire. Donc là, le schéma de couleur a un impact réel sur ce que va être votre planning de peinture d'armée. Donc gardez ça à l'esprit. Toutes les couleurs ne sont pas les mêmes à peindre. Certaines sont beaucoup plus faciles que d'autres. D'autres sont beaucoup plus exigeantes. Par exemple, on s'imagine tous que c'est généralement les débutants qui s'imaginent ça. C'est OK, je vais peindre des Space Marines tout noirs, ça va être simple. Bah ouais, mais mon gars, lorsque tu vas arriver à l'étape du surlignage, le surlignage sur une armure noire, c'est ce qu'il y a de plus exigeant parce que tout simplement, le moindre raté va se voir très fort. A contrario, si tu choisis de peindre une armure plus vive comme celle d'un Salamanders, là, on va être sur des techniques beaucoup plus permissives. Les petits ratés que tu vas faire se verront moins que sur du noir. Donc, ayez ça à l'esprit lorsque vous choisissez votre schéma de couleur. Gardez à l'esprit ce que je sais faire, ce que je suis en train d'apprendre à faire, ce que je dois apprendre à faire. Voilà. Les couleurs vont rejoindre ça quelque part. Le blanc, ça peut être un défi. Le noir, ça peut être un défi. A contrario, il y a des couleurs qui ne vous poseront aucun problème. Moi, par exemple, j'ai peint des Blood Angel par centaines. Eh bien, c'est-à-dire que je suis très à l'aise avec la peinture d'une couleur vive.
Donc que je passe du rouge au vert, au bleu ou que sais-je, aucune importance, je serai très à l'aise, je serai en terrain connu. Donc cette peinture de couleur vive ne représentera pas de défi particulier, je vais la ranger dans la catégorie ce que je sais faire. Et si je peins, par exemple, une armure très sombre à l'aérographe, admettons, je veux faire un bleu très sombre. Eh bien ça, je n'ai jamais fait. Ça, on sera plutôt dans l'autre catégorie, ce que je dois apprendre ou ce que je suis en train d'apprendre à faire. Et peindre une armure très sombre à l'aérographe, par exemple, c'est un vrai exercice. C'est une vraie technique qui n'a rien à voir avec celle de peindre une armure aux couleurs très vives. Donc votre schéma de couleurs, essayez de le mettre en cohérence avec tout ce qu'on a vu précédemment. Ne vous mettez pas trop en difficulté. Gardez donc généralement un schéma de couleurs, c'est généralement 3 couleurs. Admettons, OK, ultramarine, c'est quoi les couleurs d'une armée ultramarine? Bah, c'est bleu et blanc et ensuite, la troisième couleur va être celle, eh bien, qui va nous servir à trancher. Donc ça peut être des détails comme un casque rouge ou ça peut être, eh bien, un OSL et voilà, typiquement, l'armée dont je vais vous parler après, c'est exactement ça. C'est, un schéma de couleurs à 2 tons qui va trancher avec une troisième couleur qui servira à faire les OSL. Et bien du coup, parlons-en. Je vais vous parler de ma prochaine peinture d'armée afin quelque part d'illustrer mes propos s'ils ont été un peu flous. Et s'ils ont été un peu flous, je m'en excuse. Mais l'exemple sera plutôt parlant. Donc, je vais parler de ma gigantesque armée aux oreilles pointues. Il y en a pour 7000 points. Il y a absolument de tout. Il y a des Drukhari, donc des Inari, hein. Il y a du Craftworld, il y a des corsaires, il y a des pirates, il y a des gardes fantômes, il y a des arlequins. C'est 7000 points d'armée à oreilles pointues. C'est tout simplement monstrueux. Donc 7000 points. Donc, je vais découper la chose en à peu près 5 lots. Et donc ces lots dans le cadre de cette armée-là, ils sont plutôt faciles à trouver car ils représentent différents types d'unités bien différentes. Ne serait-ce même qu'au sein des Drukhari seuls, vous avez les cabales, les cultes et les coteries. Ces 3 corps d'armée, ils sont vraiment différents à peindre. Du côté des cabales, ça va être la mise à l'honneur quelque part de couches de base, de surlignage. Du côté des cérastes, ça fait intervenir des détails en plus comme la peinture de la peau, la peinture des cheveux. Du côté des émoncules, ça va être encore différent. Ici, il faut peindre de la peau décharnée et des machineries. Ensuite, si je vais dans les Craftworld, on a des grands véhicules à faire avec de l'aéro. On a des infanteries d'élite comme par exemple les guerriers aspects, les gardes fantômes qui font tous appel à des techniques différentes quelque part. Et ensuite, quelques bonus avec les corsaires, les pirates, les arlequins qui pourront prendre des formes différentes, des schémas de couleurs différents. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Je peux faire un découpage en lots thématiques, tout simplement en corps d'armée. Donc voilà, je fais un lot Céraste, un lot Émoncule, un lot Arlequin, un lot armée fantôme à Eldari, etc. Je peux faire ça. Une autre option, et je pense que c'est celle que je vais choisir, c'est de faire des lots extrêmement variés. C'est que dans chaque lot, je vais avoir de la cabale, du céraste, de l'émoncule, de l'arlequin, du garde fantôme. Là, on parle d'un lot extrêmement varié et du coup, qui va être très, très plaisant. Donc, en matière d'efficacité pure, et de discipline, je pense que le lot thématique serait plus constructif. C'est-à-dire que, par exemple, faire un lot entier avec toutes les unités fantômes Eldar, ça va être rapide à faire, ça va être thématique de ouf, mais par contre, je vais sans doute y prendre moins de plaisir parce que ces figurines, elles sont très belles, mais sauf que là, je vais les peindre toutes d'un coup. Pourquoi pas privilégier un petit peu le plaisir à la discipline de travail, à l'exercice de peinture thématique pour faire des lots plus variés. Ils seront peut-être moins
constructif en termes d'apprentissage, mais par contre, eh bien, je vais kiffer et il faut que je kiffe parce que putain, il y a 7000 points. Donc, il faut que je pense à moi. Donc, j'ai choisi de faire un lot comme ça. Donc, dans chacun de mes lots, il y aura au moins un véhicule. Donc là, on aura pas mal de Raider, de Venom, de Fire Prism, de Wave Serpent. Il y a vraiment de quoi faire. Il y aura plein d'unités d'élite différentes. Donc, des aspects, des fantômes, des incubes, il y a absolument plein de choses. J'ai plein de motojets différentes, que ce soit Harlequin, que ce soit les Rivers, il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Donc j'ai choisi de faire un lot le plus varié possible. Exception faite, par exemple, eh bien, des arlequins, par exemple, parce que les arlequins, ils vont faire appel à des techniques vraiment très particulières, notamment l'utilisation de pochoirs pour habiller les véhicules. Eh bien, dans ce cas-là, pour être le plus efficace possible, je vais devoir, je pense, les faire tous en même temps. Mais là, je parle d'à peine 4 à 500 points d'armée. Donc, ce sera absolument sympa. Donc, exception faite, je vais faire des lots très variés et ben, je pense que j'ai bien raison. Et donc, suite à ça, je fais mon petit bilan de compétences. Alors, ce que je sais faire, eh bien, les bases à l'aéro, faire des beaux dégradés, faire mes lavis à l'huile, que ce soit sur l'infanterie ou les véhicules, faire du surlignage bien propre. Donc, toute cette partie-là, elle ne me demandera pas vraiment de défi et du coup je vais choisir de simplifier le tout. C'est-à-dire que mon schéma de couleur, je le fais en fonction de ça. Et donc là j'ai choisi pour cette armée, eh bien un schéma de couleur vert sombre avec du blanc. Donc ça c'est mes deux couleurs principales, vert sombre et blanc. Par exemple, pour la partie Drukhari, la dominante thématique de couleur sera évidemment le vert sombre. Ça va nous rappeler la cabale du cœur noir avec des touches de blanc. A contrario, la partie Craft World sera à dominante blanche que je vais trancher avec quelques parties en vert sombre. Voilà, ça c'est mon cœur de schéma de couleur, vert sombre et blanc. Et ce schéma de couleur, je vais le trancher avec une troisième couleur qui sera le orange. Et ce orange, eh bien, il va me servir à faire tous les OSL. Donc voilà, les yeux, les lames énergétiques, les sources bien lumineuses, les petits phares à droite à gauche. Et donc j'ai mon vert sombre, mon blanc et mon orange. Eh bien, rien ne m'interdit sur certaines unités, et là je pense tout simplement à des dragons de feu, eh bien mes dragons de feu tout orange vont s'intégrer à merveille dans cette armée-là. Donc sur certaines unités, je ne vais pas prendre 3 couleurs, je ne vais en garder que 2. Et idem, rien ne m'empêche de faire des gardes fantômes avec uniquement 2 couleurs. Par exemple, le corps blanc, la tête orange, dans une autre unité, le corps vert sombre, la tête blanche, et sur d'autres unités encore, ce vert sombre pourrait devenir un vert clair. Par exemple, les scorpions Eldar, traditionnellement en vert clair, eh bien, je vais pouvoir les intégrer sous cette forme-là. Voilà, le reste ne sont que des détails. Par exemple, je vais faire les tissus en violet, je vais faire les petites gemmes en rouge. Tout ça, c'est du détail. Mon véritable schéma de couleurs, il y a 3 couleurs. Ces couleurs, je vais pouvoir les échanger d'une faction à l'autre, je vais pouvoir les échanger d'une unité à l'autre, je vais pouvoir les éclaircir sur certains types d'unités. Mon schéma de couleur est fait, c'est ce que je sais faire, les bases à l'aéro, le lavis à l'huile, le surlignage, toute cette partie-là, pas vraiment de défi et je vais simplifier. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simplifiable que le surlignage? Eh bien, ça va être ça que je vais choisir pour simplifier mon process de peinture, mon surlignage, quelle que soit la couleur, je ne vais en garder qu'un. Je ne vais garder qu'un seul layer. Tout ira plus vite. Tout sera impeccable, c'est ce que je sais faire, donc mon surlignage sera bien fait, eh bien je vais choisir de n'en garder qu'un, l'impact visuel sera là, le temps passé sera évidemment moindre. Deuxième catégorie, en voie d'apprentissage. En voie d'apprentissage, moi je suis sur les tissus, la peinture du blanc et les OSL. Donc ça tombe bien, il y a les 3 dans l'armée que je vais faire. Donc je vous ai dit, le schéma de couleur implique
la courbe d'apprentissage. Je suis en train d'apprendre à faire du blanc le plus propre possible. C'est pour ça que j'ai choisi d'en mettre dans cette nouvelle armée. Donc OSL, les OSL orange. Donc j'ai déjà fait des OSL par le passé. Je me débrouille, c'est pas encore parfait. Et bien voilà, les OSL orange sur toute mon armée d'Eldar, je vais m'appliquer, je vais passer plus de temps. La peinture des tissus, j'en ai déjà fait, c'est pas mal, ça mérite encore mieux, ça mérite plus de temps, ok, mes tissus, j'ai choisi le violet, je vais m'appliquer. Et la peinture de blanc, qui fait partie intégrante de mon schéma de couleurs, je vais faire attention. Ça ne représente pas un défi immense, mais je vais faire gaffe. Dans toute cette catégorie-là en voie d'apprentissage, je m'applique. Troisième catégorie, ce que je dois apprendre. Eh bien là, ce que je dois apprendre, c'est la peau, les yeux et le maquillage. Et sur cette catégorie-là, je m'informe et je donne tout. Donc la peinture de la peau, je dois apprendre à faire ça. Il y en a dans l'armée Eldar et il y en a beaucoup, que ce soit sur les corsaires, les cérastes, les homonculus, enfin toute la partie coterie, c'est de la peau décharnée. Je dois apprendre à peindre de la peau. Je dois apprendre à faire mieux mes yeux. Je ne suis pas encore au point sur ce sujet-là. Et je vais apprendre également à faire du maquillage. Ok, les yeux maintenant, je sais à peu près les faire. Eh bien, poussons le niveau. Essayons sur nos petites cérastes de faire du maquillage. Donc sur cette catégorie-là, je donne tout. Je vais faire ça à mon niveau maximal. Je vais m'informer au préalable. Je donne tout. Ici, peu importe le temps passé, je dois apprendre à faire ça. Et heureusement pour moi, la peau, les yeux, le maquillage, ça ne concerne pas toutes les figurines de l'armée. Donc ici, sur 7000 points, il y en aura peut-être à peu près 1500 qui demanderont cet effort supplémentaire, ce véritable apprentissage, cette véritable étape dans mon cursus pédagogique de peinture d'armée. Donc ici, je donne tout. Quatrième catégorie, ce que j'ai envie de faire. Eh bien là, ce que j'ai envie de faire, c'est du sale. C'est du weathering, du sponging, des huiles et des pigments. J'ai envie de salir cette armée. Cette armée prendra place au sein d'une table entièrement désertique. Eh bien, je vais faire en sorte qu'elle s'y intègre parfaitement. Et donc ici, j'ai tout à découvrir. Je vais apprendre un peu sur le tas, mais c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je vais prendre du plaisir à faire. Donc weathering, sponging, l'usage des huiles dans un usage un peu grimdark, l'utilisation des pigments. J'ai envie de faire ça, je vais apprendre sur le tas, peu importe, je vais apprendre par tous les moyens. Je vais pas non plus trop me prendre la tête parce que c'est la catégorie du plaisir. Et j'ai ajouté dans cette catégorie du plaisir l'usage des pochoirs. Je vais utiliser des pochoirs pour appliquer sur mes véhicules. Donc sur mes véhicules Drukhari par exemple, je vais apposer une espèce de camouflage optique. Je vais également apposer des runes, des espèces de runes dégueulasses, bien maléfiques. J'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir des runes et du camouflage optique sur mes véhicules. Voilà, je vais acheter des pochoirs, je vais me démerder, je vais apprendre ça sur le tas. Eh bien voilà, les gars, vous avez mon exemple de peinture d'armée thématique. Et pour cette armée thématique, je me suis donné une année entière. Là, faut pas déconner, il y en a pour 7000 points. Je pense que ça va me prendre une année entière. Et en plus, je ne suis pas à l'abri de 2-3 conneries. Par exemple, là, je suis en train de finir mes Blue Angel. Sauf que les mecs, quand ils vont sortir les nouveautés dans 3-4 mois, je pense, évidemment, je vais les vouloir. Eh bien, je pense que dans mon planning oreille pointue, nul doute que dans ce laps de temps, il y aura sans doute un petit lot de Blood Angel qui va faire éruption et qui va me foutre à la bourre. C'est pour ça que je me suis donné une année entière. 7000 points d'armée, 5 lots, tous plus variés les uns que les autres. Le schéma de couleur est fait. J'ai défini ce que je savais faire. J'ai défini ce que j'allais apprendre à faire. J'ai défini ce que je dois absolument apprendre à faire. Et j'ai défini ce qui allait me donner du plaisir. J'ai donc construit mon planning, mes lots,
mon schéma de couleur autour de ça. Tout est prêt. J'ai acheté les peintures qu'il fallait. J'ai acheté des pochoirs. J'ai acheté des nouvelles couleurs en huile, en pigment. Tout est prêt, ma peinture d'armée est faite. Du côté du modélisme, il me reste à peu près, je pense, 3-4 jours de boulot pour avoir sur les 7000 points d'armée entièrement assemblés. Je vous jure, hein, quand j'ai le truc sous les yeux, c'est absolument intimidant. Mais néanmoins, je pense que là, j'ai suffisamment préparé la chose pour y prendre un maximum de plaisir. Et on en revient à ce que je vous disais en début d'émission, la peinture d'armée a toujours cette conclusion-là, c'est que vous allez mettre d'un seul coup 1000 points entièrement terminés dans votre vitrine. C'est une source de plaisir absolument phénoménale. Vous les jouez dans la foulée. Il n'y a pas longtemps, enfin, quand j'avais fini de peindre mon armée de Custodes, nous étions un mercredi, eh bien, je l'ai amené sur la table le vendredi. Tout le monde à l'assaut a découvert mon armée de 2000 points de Custodes que j'ai fait d'un coup, que personne n'avait jamais vu. C'est toujours un petit moment quand un nouveau membre, quelque part, quand un membre de l'association présente sa toute nouvelle armée. C'est très sympa et du coup, je pense que ça donne envie également aux autres de présenter des projets. Bam! Tiens, prends ça dans la gueule. J'arrive avec 2000 points full pain. J'ai mis 2-3 mois, t'en as jamais vu la couleur avant. Et bien là, tiens, elles sont là, dans des ruines, prêtes à te défoncer à coups de hache énergétique. Voilà, je ramène mon armée full peinte. C'est toujours un grand moment, aussi bien pour vous-même que pour les autres, parce que je pense que tous, autant qu'on est, on adore découvrir la nouvelle armée d'un gars. Comme ça, ça fait partie des petits plaisirs simples du hobby. Et voilà, la peinture d'armée, ça aboutit toujours sur ces moments-là. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je n'ai pas été bien long sur, par exemple, l'étude d'un schéma de couleur. On pourra y revenir plus tard. Mais je pense avoir découpé la chose suffisamment bien pour vous faire comprendre que la peinture d'armée, eh bien, ce n'est pas relou. Ça peut prendre une forme à la fois qui vous donne de la joie, qui vous apprend réellement à peindre, c'est-à-dire que ça va être un vrai support pédagogique, un support pédagogique que vous aurez défini vous-même. Par exemple, dans le cadre de certaines armées, ok, je n'ai pas encore vraiment le niveau pour, disons, faire des OSL à l'aéro, par exemple, mais c'est pas grave. Faites autre chose. Il y a forcément d'autres types de techniques que vous n'avez pas encore abordées, qui sont plus adaptées à votre niveau en cours. Faites-vous plaisir tout simplement. Et là, je parle aussi bien aux débutants qu'aux peintres confirmés. Que l'on soit débutant ou confirmé, il y a des choses qu'on n'a pas encore fait, il y a des choses qu'on est encore en train d'apprendre, il y a des fondamentaux qu'on a un peu forcément laissés au placard. Donc tout le monde a son mot à dire dans le cadre de la peinture d'armée. Je pense que c'est accessible à tout à chacun, quel que soit son niveau. Voilà, je m'arrête là. J'espère vous avoir donné envie de peindre massivement. J'espère vous avoir donné envie de vous désabonner à Netflix et à toutes ces merdes pour mettre en place ce projet de peinture d'armée gigantesque. C'est excellent. Voilà, je ne peux que vous encourager à faire ça, même si vous n'êtes pas vraiment chaud. Même si vous vous sentez un peu disqualifié parce que depuis le début, vous faites un peu de la peinture YOLO, vous peignez ce que vous aimez avant tout. J'ai envie de dire, vous avez raison également, hein. Ne changez pas si vous n'avez pas envie de changer, mais essayez. Essayez au moins. Ça peut être un tout petit lot. Commencez à 500 points, par exemple. Faites une petite patrouille. Tout d'un coup, vous prenez les box là, de patrouille Game Workshop. Ok, je me donne pour objectif de peindre cette patrouille entière en 3 semaines, un mois et demi pour les plus longs. Essayez. Essayez. Vous verrez, il y aura satisfaction. Il y aura progression en termes de technique. Vous avez tout à y gagner. Voilà, ce sera mon dernier mot. Les mecs, essayez. Et moi, je vous dis à plus tard sur Rural Hammer. Repose en paix, mon Gugus. Cette émission t'est dédiée. Adieu, mon petit lapin tout mignon. Ciao.